Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Heureusement, j'ai eu de l'aide pour cette conférence. Ma collègue Marie-Josée Caron de la Direction de l'hygiène du travail m'a aidé. Donc, c'est en lien avec le programme de prévention. On est en régime intérimaire actuellement. Il y a de la réglementation sur les mécanismes de prévention qui s'en vient. Et puis, le but de cette conférence-là, c'est aussi d'aider les milieux de travail à se préparer progressivement là, à l'application des réglementations qui s'en viennent. Donc, l'objectif de la représentation, faire un rappel de la démarche de prévention et du CIMDUT, quelques petits rappels, présenter des obligations de l'employeur concernant notamment l'identification et l'analyse de risques, puis expliquer la démarche en lien avec les risques, surtout les risques chimiques qui sont plus spécifiques pour la santé. La conférence, on ne présentera pas nécessairement les autres risques, là, parce qu'on peut avoir des risques machines, des risques avec le bruit. Donc, on ne va pas s'attarder sur ceux-là, on s'attarde plutôt sur les risques à la santé. Donc, quelques rappels. Donc, notre démarche de prévention, ça, c'est un classique. Ça n'a pas changé depuis des années. Ce qu'a identifié, corrigé, contrôlé, c'est toujours la même approche. Ça se fait en équipe avec la participation des employés, avec l'établissement de priorités, d'échéances et on nomme des responsables. Puis, on le révise progressivement. Ça ressemble un petit peu à l'approche là, en gestion intégrée des cultures. Il y a comme un cycle à respecter. Ensuite, au niveau de la loi sur la santé et sécurité du travail, bien, les pesticides, pour la plupart, sont considérés comme des produits dangereux. Donc, il y a une partie de la loi qui s'applique à ces produits-là. Et la loi se base, entre autres, sur les 3 volets du CIMDUT, donc le système d'information pour les matières dangereuses utilisées au travail, qui sont d'avoir les fiches de données de sécurité à portée de main, les étiquettes, puis de donner de la formation et de l'information aux travailleurs. Pour les pesticides, c'est un peu différent. Ils ne sont pas inclus dans le CIMDUT. Par contre, la loi sur les produits antiparasitaires s'applique, donc l'étiquette fait force de loi. Et si on regarde au niveau provincial, la loi sur la santé et la sécurité s'applique et on doit former et informer nos travailleurs, dont l'information sur les risques à la santé. Donc, actuellement, on est en régime intérimaire, ce que les entreprises qui ont 19 employés et moins doivent travailler à identifier les risques sur leur entreprise, incluant les risques chimiques à la santé. Et les employeurs qui comptent 20 employés et plus, eux, ils ont aussi à aller un peu plus loin en analysant les risques. Donc, comment on fait ça? Dans le cas des pesticides, pour les risques chimiques à la santé, il y a des programmes de santé qui ont été préparés en collaboration avec les réseaux de la santé. Et ça a été fait, ces programmes-là, pour soutenir les milieux. C'est actuellement en pré-publication au centre de documentation de la Commission parce qu'on n'est pas encore c'est-à-dire, il y a certains éléments qui ne seront pas encore en vigueur avant un certain temps au niveau réglementaire. Mais ça permet quand même de se préparer. Pour l'instant, ça s'applique davantage peut-être à un client, pas un client, mais une clientèle plus spécialisée en santé et sécurité, donc des gens qui sont plus initiés, mais qui pourront éventuellement accompagner les entreprises dans leur démarche. Fait que celui qui s'applique, c'est le programme de santé concernant les risques chimiques en milieu de travail. Fait que le reste de la présentation va être basé principalement là-dessus. Donc, on retrouve naturellement dans ce programme-là notre identifier, corriger, contrôler. Fait que les étapes qu'on a, par exemple, les premières étapes au niveau de l'identification et de l'analyse des risques, on a un certain nombre d'étapes qu'on va détailler un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, faire la liste des procédés durant lesquels on peut être exposé à des produits chimiques, donc ici, c'est les pesticides, identifier les contaminants chimiques qui sont concernés, documenter l'information, analyser, établir des priorités, fait qu'il y a des méthodes pour faire ça. Une fois qu'on a fait ça, bon, on doit corriger, éliminer les risques, puis ensuite contrôler. Donc, quelques tâches. C'est la première étape dans l'identification de l'analyse des risques, c'est d'identifier les tâches avec lesquelles on pourrait être contaminé. Donc, par exemple, effectuer des semis avec des semences traitées, c'est une tâche. Traitement phytosanitaire, une fois qu'on a à protéger une culture. Le contrôle de la vermine, des insectes, des maladies dans les bâtiments, les silos à grains, les entrepôts, c'est d'autres
tâches qu'on peut avoir à réaliser dans une entreprise agricole. Puis ensuite, il faut aussi détailler les étapes pour savoir, quand je fais ces tâches-là, comment les travailleurs ou moi-même, je peux être exposé aux contaminants. Par exemple, manipuler les contenants, remplir les trémies du semoir. Si on y va avec les semences traitées, bien, quand le sac est vide, il peut rester des poussières dans le sac. Donc, on ferme le sac pour en disposer. On peut avoir un nuage de poussière. Même chose quand on remplit la trémie. Les semoirs pneumatiques, il faut savoir où est-ce que l'air sort, parce que quand on a de l'air qui entraîne les semences, forcément, cet air-là va être contaminé. Certains semoirs, ça sort dans le sol. D'autres semoirs, ça sort, les plus vieilles technologies sortent peut-être en haut. Fait qu'il faut documenter ça. Ensuite, un autre exemple, on a l'équipe Coordination Service Conseil, l'équipe d'Audrey Lebrun, qui ont fait des outils d'aide qui peuvent aider les entreprises à identifier les tâches et les étapes où est-ce qu'ils peuvent être contaminés. Fait que ça, c'est des bons outils. Donc, après ça, il faut identifier les contaminants. Donc, on a parlé un peu hier avec l'atelier. Les pesticides sont les contaminants, c'est qu'il y a les matières actives, il y a les produits dangereux dans la formulation qui vont être indiqués sur la fiche de données de sécurité. On a aussi des additifs qui pourraient être ajoutés pendant la préparation, par exemple des agents mouillants ou des adjuvants. Puis, il faut se poser la question, sous quelle forme on va les retrouver. Donc, est-ce que c'est des poussières, des gouttes, de la vapeur? Ensuite, les résidus qu'on peut avoir sur les équipements. Une fois qu'on a utilisé les équipements, ils peuvent être contaminés. Les EPI, les équipements de protection individuelle aussi. On a les contenants. Une fois qu'on a vidé les contenants, qui peuvent être, qui seront rincés, mais on a quand même un risque de contamination là. C'est toutes des choses qui doivent être documentées. Donc, l'information, ensuite, pour les risques à la santé, on a notre étiquette, on a nos fiches de données de sécurité. Les fiches de données de sécurité, naturellement, c'est là qu'on va trouver plus les effets à long terme. L'étiquette, c'est plus les effets toxicité aiguë qu'on retrouve là-dessus. Mais on a quand même de l'information à aller chercher pour les risques à la santé. Fait que, par exemple, pour l'étiquette, pour les risques à la santé, on va s'attarder au symbole avertisseur puis aux mots, les mentions qu'on a sur l'étiquette. On a aussi des précautions, des mises en garde, où est-ce qu'on retrouve de l'information. On a les renseignements toxicologiques. Par exemple, hier, on montrait que quand on va dans cette section-là, même si ce n'est pas marqué sur la première partie de l'étiquette, on peut voir au niveau des renseignements toxicologiques, dans l'exemple qu'on avait hier, qu'il y avait des distillats de pétrole. C'est un indicateur qu'on n'a pas juste un ingrédient actif, on a d'autres choses qui pourraient être dangereux. Mais ensuite, on recommande toujours de consulter la fiche de données de sécurité qui sont disponibles pour la plupart chez les fournisseurs. Il y a 16 sections, c'est standardisé. Donc, on va s'intéresser d'abord à la section 2, où est-ce qu'on a nos pictogrammes de danger puis nos mentions de danger, déclarations de danger. On a la section 3 qui est utile pour connaître la composition de produits dangereux au-delà d'un certain seuil, parce que pour les fiches de données de sécurité, c'est comme ça que ça fonctionne. On présente quand on atteint un certain seuil, on doit indiquer quelle matière dangereuse est dedans. On a les données toxicologiques, puis on a le contrôle exposition, section 8, qui peuvent être des informations utiles quand on travaille au niveau de la santé. Après ça, il faut analyser la dangerosité des produits. Donc, selon la gravité des effets, plus les effets sont graves, plus c'est dangereux. Fait qu'il faut en tenir compte. Les substances cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, ça, c'est important à connaître aussi. Ça, on va retrouver ça dans la fiche de données de sécurité principalement, pas nécessairement sur l'étiquette. Puis ensuite, on doit faire ça pour chacun des produits qu'on utilise. Fait que si on utilise des fongicides, des insecticides, des herbicides, il faut faire l'exercice pour chacun. Et naturellement, il ne faut pas oublier les risques à la sécurité, mais on se concentre ici sur les risques à la santé. Donc, il y a dans le programme de santé une approche pour évaluer la dangerosité des produits. Par exemple, les produits les plus dangereux vont avoir sur l'étiquette la mention danger avec les pictogrammes entourés d'un octogone. La fiche de données de sécurité, ça va être la mention danger avec un pictogramme selon la nature du risque.
peut être corrosif, toxique ou encore un risque sur la santé à long terme. On a nos cancérogènes, faut faire une attention particulière. Puis, c'est sûr que là, c'est un problème de santé sur les risques chimiques qui s'adresse à tous les milieux de travail, donc qui peuvent utiliser différents produits. Puis, il y a toujours un principe de précaution, fait que si on ne sait pas ce que ça contient, on va le considérer dangereux jusqu'à preuve du contraire. Fait que ça, c'est une approche préventive. Pour la dangerosité moyenne, c'est un peu le même principe, fait que les mentions changent, les pictogrammes changent un peu, mais c'est la façon qui est expliquée dans le programme de santé. On a la dangerosité faible, c'est que par exemple, dans le cas des pesticides, c'est nos pictogrammes avec le triangle inversé, ou ça peut être une étiquette sans aucune mention, mais habituellement, il va quand même avoir des précautions d'usage qui vont être recommandées. Puis pour les fiches de données de sécurité, bien, attention sans pictogramme ou aucune mention. Donc, c'est les produits qui sont les moins à risque. Ensuite, il faut évaluer la probabilité d'exposition. Par exemple, si on a une exposition élevée, on a certains critères dans le programme de santé qui viennent nous aider à déterminer c'est quoi le risque, la probabilité d'exposition. Fait qu'une probabilité d'exposition élevée, c'est les critères qu'on retrouve ici. Donc, le contaminant est utilisé dans un procédé dispersif. Donc, si je pulvérise un pesticide, par exemple, je me trouve dans cette catégorie-là, automatiquement, je suis dans une probabilité d'exposition élevée. Et il y a d'autres critères. Si j'utilise le pesticide, par exemple, dans un espace clos, une serre, un bâtiment, je me retrouve dans cette probabilité-là. Il y a un critère pour les quantités. Naturellement, les quantités, il y a aussi des mentions des fois sur les étiquettes de pesticides. Par exemple, je me souviens de un qu'on dit si vous utilisez plus que 750 litres par jour du produit, vous devez utiliser un système de transfert fermé. C'est une particularité des pesticides, fait qu'il faut faire attention de bien lire les étiquettes. Ensuite, il y a la durée d'utilisation. Ici, on a un critère de plus de 20 heures par semaine. Puis le dernier, ça, c'est plus pour les gens qui sont plus familiers avec les concentrations dans les milieux de travail. Donc, si j'ai une concentration dans l'air qui est supérieure aux valeurs admissibles réglementaires, bien, ça devient une probabilité d'exposition élevée. C'est qu'on a la même chose pour l'exposition modérée avec des critères un peu différents. Ensuite, on a notre exposition faible qui a aussi des critères différents. Puis, après avoir fait tout ça, bien là, on a un tableau de probabilité, de risque, c'est-à-dire qu'on va faire un recoupement. Si j'ai une probabilité d'exposition élevée avec un produit dangereux, bien, je vais avoir un risque élevé, même avec une dangerosité modérée. Donc, cette analyse-là nous permet d'établir des priorités, mais ça peut être revu, c'est qu'on peut refaire l'exercice avec un produit moins dangereux, avec une façon peut-être d'être moins exposé, puis revoir la grille. Fait que c'est un outil qui peut être aidant pour l'aide à la décision. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, bien, naturellement, on va avoir corriger les risques. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais souvent, si on n'est pas capable d'éliminer à la source le danger, donc se passer complètement de pesticides, on va essayer de choisir le produit le moins nocif pour la santé humaine, mais en même temps, ce n'est pas suffisant. Il y a une série de contrôles habituellement qui doivent être appliqués. On ne peut pas se fier juste à une méthode. Puis d'ailleurs, les EPI sont toujours considérés en prévention comme le dernier recours. On va essayer de réduire notre exposition le plus possible avant d'avoir recours à des EPI. Puis un petit rappel, par exemple, la loi va d'ailleurs dans ce sens-là. Elle dit aux employeurs, vous devez continuer à faire des efforts pour réduire les risques d'exposition malgré la fourniture d'EPI. Et on a aussi au règlement sur la santé et sécurité du travail un article qui dit que si c'est cancérigène, il faut réduire l'exposition au minimum. Donc, on a des efforts supplémentaires à faire. Ce n'est pas juste les critères de l'annexe 1 du RSST là, avec les seuils d'exposition. Si c'est cancérigène, il faut vraiment faire le maximum pour réduire l'exposition. Ensuite, contrôler les risques. Bon, ça, c'est la partie où est-ce
on revoit, on s'assure si on a mis des correctifs en place, comment on va faire pour que ça dure dans le temps. Puis habituellement, ça prend un certain nombre de contrôles, pas juste un contrôle. Ça peut être de l'information, de la formation continue, de l'inspection, supervision. On a aussi l'entretien préventif. Par exemple, on parlait des pulvérisateurs un petit peu plus tôt. S'il est bien entretenu, on réduit aussi des problématiques. Puis les politiques d'achat. Donc, les politiques d'achat, dans le budget d'entreprise, on peut avoir un poste santé et sécurité du travail, puis prévoir, quand on achète des produits, d'aller chercher les moins toxiques pour l'humain, puis avoir une politique qui va avec la vision de l'entreprise en santé et sécurité. Donc, ça fait le tour. J'ai quelques références qu'on suggère pour aider les entreprises. Ensuite, quelques-unes qui viennent de France, parce qu'en langue française, c'est intéressant d'avoir des références différentes. Puis un dernier commentaire, c'est sur les cabines, une petite note sur les cabines conçues pour protéger contre les pesticides. Ça prend une cabine pressurisée avec une jauge à pression à l'intérieur. Puis, dans le fond, ces cabines-là vont protéger contre les poussières, les aérosols et les vapeurs quand ils sont de catégorie 4 selon la norme européenne. C'est ça, il n'y en a pas beaucoup au Québec, j'en suis conscient, mais on le retrouve entre autres dans les tracteurs spécialisés en viticulture, puis on en retrouve de plus en plus, mais il faut faire la demande aux concessionnaires. Et oui, c'est à peu près ça. Par exemple, quelqu'un qui ferait de l'arrosage dans un verger, s'il voulait utiliser juste une cabine, il faudrait qu'il utilise une cabine de catégorie 4. Mais en même temps, c'est un peu comme un appareil de protection respiratoire, ça prend un programme de prévention qui va avec. Il ne faut pas contaminer notre cabine non plus. On l'a mentionné un peu plus tôt. Là. Puis dans la norme américaine, c'est spécifiquement dit que la cabine seule, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir un programme qui va avec son utilisation.